c'est notre troisième rendez-vous de ce salon, ici sur le stand de Village Semences, que nous remercions de nous accueillir. Stop Intox, vous en avez pris l'habitude, c'est tous les jours un grand sujet d'actualité décrypté par les meilleurs spécialistes. Et cette question aujourd'hui est si la transition agroécologique était un piège. Il y a trois mots importants dans cette phrase. Tous les mots sont importants, mais il y en a trois en particulier. Le mot transition, qui suppose qu'on passe d'un modèle à un autre, l'agronomie, l'agriculture, et puis l'écologie. Est-ce que les deux peuvent vivre ensemble? Alors, vous savez que le vocabulaire est important, surtout dans une société d'opinion. Les mots ne sont jamais tout à fait innocents. C'est d'ailleurs ce que pensent des auteurs comme Noël Mamère, qui l'écrivent d'ailleurs dans un livre qui s'appelle « Changer de modèle, pas de climat », qui explique que la guerre politique commence par la guerre des mots. Pour décrypter ce sujet, et puis pour soulever le capot, aller comprendre ce qui se passe véritablement au cœur de l'Europe, nous avons invité aujourd'hui François-Xavier Bellamy, député européen. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci à vous. On compte sur vous pour comprendre ce qui se passe véritablement On va faire de notre mieux. à Bruxelles. Gilles Rivière-Wechstein est journaliste et publie régulièrement son point de vue dans agriculture et environnement. Et Alexis Degouille, vous êtes directeur général d'Interfel, les fruits et légumes. Et vous êtes également représentant du CTI. Le centre technique, oui. Qui est le centre technique de la filière. C'est bien ça. Transition. Je me tourne vers vous, François-Xavier Bellamy. Transition, ça veut dire qu'on passe d'un modèle à un autre. De quel modèle vers quel modèle? Comment vous avez compris les choses? Le grand paradoxe, c'est que on n'a jamais autant parlé de mouvement, de mutation, de transformation, de rupture. Et finalement, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur ce sujet du point de vue de la philo, parce que je suis de métier professeur de philosophie. Cette fascination pour le mouvement perpétuel, elle fait que nous ne nous posons pas la seule question qui compte, qui est, y compris face au défi environnemental qui est réel, la question qui compte, c'est non pas qu'est-ce que nous devons changer, mais qu'est-ce que nous voulons sauver. Et c'est ça qui est central. Ce qui demeure. Ce qu'il faut... Ce qui demeure, c'est ce qui doit demeurer pour que le monde reste vivable et pour que les hommes restent humains. Et je pense que cette question-là, elle est au cœur de la relation que nous avons avec notre agriculture. Le grand paradoxe, c'est qu'on en est venu à imaginer que pour sauver le climat, il fallait détruire notre agriculture, ou qu'il fallait en tous les cas tout faire pour la fragiliser. On a le sentiment que certains portent aujourd'hui cet agenda, c'est le cas notamment dans l'Union européenne, où au nom de l'environnement, on nous explique qu'il faudrait que l'agriculture européenne produise toujours moins jusqu'à finalement disparaître. Mais la vérité, c'est qu'on a renversé complètement la perspective. La question qu'il faudrait se poser, c'est pas quelle est la transition, quel est le mouvement, quelle est la rupture que nous voulons opérer, mais c'est qu'est-ce que nous avons à sauver, qu'est-ce que nous voulons préserver, qu'est-ce que nous voulons transmettre. Et cette question-là, je crois, elle est centrale dans la préservation d'une agriculture qui, aujourd'hui, est effectivement la plus vertueuse au monde du point de vue de la protection du climat. Alors, il faut se réinterroger sur le sens des mots. Vous connaissez le livre de Guillaume Perrault, journaliste au Figaro, « Conservateurs, soyez fiers ». Parce qu'il y a en effet des choses à conserver. Conserver, enfin, on dit bien conserver le patrimoine. Et dans le patrimoine, il y a des choses qui sont concrètes, il y a des choses qui sont immatérielles. Mais pour les fruits et légumes, par exemple, comment vous sentez, vous, la transition? On vous demande quoi exactement? Beaucoup de choses. Effectivement, en fait, dans ce qu'on dit et dans les nouvelles attentes, il faut comprendre que les professionnels, les producteurs, tous ces mots, toutes ces envies sociétales, politiques, de consommateurs, même si elles sont toutes légitimes, évidemment, à la fin, elles se transforment en cahier des charges pour les producteurs. C'est-à-dire que vous additionnez un certain nombre de demandes, parfois contradictoires, des injonctions parfois contradictoires. Vous avez des gens qui veulent par exemple, des produits beaux, des produits faciles à consommer, mais pas d'emballage, mais quand même avec plus d'informations, en utilisant moins d'eau, moins de pesticides, mais en quantité, et puis toujours disponible, et puis toute l'année. Et tout ça, en fait, toutes ces demandes qui s'accumulent deviennent un cahier des charges pour les producteurs. Et à la fin, le producteur, il se retrouve effectivement avec toutes ces demandes-là, il se dit, il faut que je le réalise. Mais je le réalise avec du vivant, avec de la matière végétale, avec des arbres qui sont plantés pour 15 ans, 20 ans ou plus. Voilà, donc, et avec un climat, puisque effectivement, particulièrement les fruits et légumes, on est des produits qui sont absolument météo-sensibles, et à la production et à la consommation. Donc voilà, c'est un cahier des charges qui, disons-le franchement entre nous, à date, aujourd'hui, est quasiment intenable pour les producteurs. Juste une question d'actualité. Le président de la République a inauguré le salon samedi. Le ministre l'a confirmé, y compris aujourd'hui dans les journaux. Nous sommes lundi. Il faudra faire de l'agriculture avec moins d'eau. C'est possible pour vous?
Vous avez la plupart des fruits et légumes sont composés à 90-95% d'eau. Donc non, faire des fruits et légumes sans eau, c'est absolument il n'a pas dit impossible. sans eau, mais avec moins. Voilà. Alors, justement, on le voit aujourd'hui quand on parle de climat, on voit que dans certaines régions du monde, quand vous avez des épisodes de sécheresse, c'est ce qui se passe dans le sud de l'Europe aujourd'hui, vous avez moins de production et vous avez moins de choses dans les étals. Et on se retrouve effectivement avec des pays comme l'Angleterre qui importent par exemple ces pays-là, ils se retrouvent avec des rayons qui sont quasiment vides. Voilà, donc c'est très très concret effectivement comment on passe de la sécheresse à la baisse de production et à une problématique pour le consommateur dans les rayons. Donc on peut pas produire avec moins d'eau, sans eau. On peut produire effectivement en économisant mieux l'eau. Ça se fait depuis des années. On peut faire toujours mieux. Évidemment, les choses sont très bien faites par les producteurs. L'agriculture, c'est 1,5% d'utilisation des eaux, de la réserve d'eau. Donc on focalise sur l'agriculture, mais il faut faire attention effectivement aux proportions. Alors, Gilles Hervé-Weckstein, dans votre dernière lettre, Agriculture et environnement, que j'ai là, vous dites sortir de la tyrannie de la transition. Puisqu'on parle de transition et qu'on se demande si c'est un piège, je voudrais savoir ce qu'on reproche au modèle actuel. Comment on peut résumer les choses ? En fait, la raison pour laquelle je pense que vous avez eu raison d'intituler cette émission « Sortir du piège de la transition », parce que c'est un vrai piège, parce que la question de la transition, c'est que c'est un terme qui a été imposé par l'écologie politique. Aujourd'hui, quand on pense transition d'un monde, on est parti de quelque part, ce monde serait mauvais, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde horrible dans lequel nous sommes, vers une sorte de monde paradisiaque, vers un nouveau monde, un monde qui est présenté comme finalement ce monde idéal vers lequel nous devons aller. Mais quand vous regardez derrière le terme de transition, qu'est-ce qu'on entend ? On entend restriction d'eau. On entend interdiction même d'avoir un sapin de Noël. On entend, en réalité, derrière ce terme, on entend sobriété, on entend interdit, on entend en fait décroissance. Ça veut dire que les écologistes n'ayant pas été capables d'imposer le terme décroissance, en imposant l'imaginaire autour du terme transition, ils ont réussi à imposer une orientation vers un monde qui est un monde finalement, qui est un monde d'interdiction. Le monde auquel nous venons était pourtant le monde de tous les possibles. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'être astronaute, d'aller sur la Lune. Parce qu'à l'époque, on avait un univers devant nous de possibles. Et là, on va vers la transition d'un monde de l'impossible. Et l'agriculture est piégée là-dedans aujourd'hui. Tous les projets agricoles de transition sont des projets qui piègent l'agriculture vers finalement moins d'agriculture. Donc il est tout à fait normal, comme le dit monsieur le député, qu'aujourd'hui, nous allons vers la destruction de notre agriculture, puisque la transition, c'est la transition vers la destruction de notre agriculture. On va poser la question précisément à François-Xavier Bellamy. Il s'est passé quelque chose là, au cours de l'année qui vient de s'écouler. La guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des problèmes d'approvisionnement. Est-ce que, malgré tout, ça n'a pas incité, y compris ceux qui veulent la transition, ça ne les a pas incités à réfléchir en se disant quand même la souveraineté alimentaire, c'est la base de la base ? Non, parce que je partage ce que vous disiez, il y a une forme de dogmatisme et d'idéologie derrière tout ça. Et le propre de l'idéologie, c'est qu'elle résiste à la réalité. La réalité a beau se rappeler à nous, au fond, si on a décidé de fermer les yeux, on ne les ouvrira pas. Et moi, je suis fasciné de voir à quel point, par exemple, dans le travail européen, on voit aujourd'hui certaines forces politiques, je pense évidemment aux Verts, mais je pense aussi d'ailleurs à nos collègues macronistes au Parlement européen, qui continuent de se féliciter de ce projet de la Commission européenne qu'elle maintient aujourd'hui, qui s'appelle Farm to Fork. Qu'est-ce que c'est que Farm to Fork ? C'est un grand projet de transition. Effectivement, c'est une manière de changer notre modèle agricole avec cette espèce de ressentiment que vous évoquiez à l'instant. On fait comme si, au fond, la cause de tous les problèmes pour le climat, pour la planète, c'était l'agriculture européenne. Ce qui est absolument fascinant du point de vue de la myopie des Européens sur la réalité du défi, qui est un défi global. Mais est-ce que c'est encore un projet agricole, d'ailleurs ? Et c'est un projet de décroissance agricole, puisque le but, c'est de faire baisser la production en Europe. Produire est devenu un mot interdit, c'est devenu un gros mot. Et donc, on veut faire baisser la production pour faire baisser les émissions. Farm to Fork, il faut quand même dire que c'est très concret. Les impacts ont été démontrés par plusieurs études. L'une du département de l'agriculture américain qui lui-même s'inquiète de la folie des Européens. Une autre étude a été faite par les experts de la Commission européenne elle-même. Et toutes ces études montrent que si cette stratégie est mise en œuvre, on va faire baisser de 15 à 20% la production agricole en Europe, on va faire baisser le revenu des agriculteurs, on va augmenter les prix pour les consommateurs, on va augmenter
nos importations, devenir de plus en plus dépendants et diminuer nos exportations, ce qui contribuera d'ailleurs à l'insécurité alimentaire, y compris aux portes de l'Europe, dans tous ces pays qui n'ont pas la chance d'avoir nos terroirs, qui n'ont pas la chance d'avoir notre climat et qui ne peuvent pas produire comme nous ce qui nous est nécessaire pour vivre. Et moi, ce qui me fascine, c'est que, alors même que nous sommes, avec la guerre en Ukraine, devant l'évidence de l'expérience de l'insécurité alimentaire qui vient, eh bien, nous maintenons un projet aussi fou. C'était déjà coupable, je crois que maintenant c'est criminel. Et je pèse mes mots quand je dis criminel, parce que derrière, c'est la fin à laquelle nous allons condamner des gens en dehors de l'Europe, mais aussi en Europe à cause des prix. C'est la fin FIN aussi d'un modèle agricole, celui auquel nous tenons. Je parle devant des agriculteurs, des arboriculteurs que je connais, devant des gens qui incarnent ces savoir-faire d'une agriculture européenne qui justement est la plus respectueuse au monde du point de vue environnemental et que nous allons fragiliser. Monsieur le député, quand on conduit une politique, il y a toujours un mobile, il y a un objectif. Ça doit servir des intérêts. Ça sert les intérêts de qui, là, en substance ? Vous avez tous entendu parler, j'imagine, du Qatargate, malheureusement, qui fait l'actualité. Mais dites-vous que le Qatargate, en réalité, c'est quand même un truc de pied nickelé. C'est-à-dire des gens qui s'enfuient vers un aéroport avec des valises de billets qui leur tombent des mains, honnêtement, sont des gens assez peu professionnels en matière de corruption. Les gens qui cherchent à peser sur nos institutions le font d'une manière beaucoup plus intelligente et malheureusement beaucoup plus efficace. Et derrière l'agenda environnemental, qui nous est souvent vendu comme un agenda désintéressé, universaliste, gratuit, il y a en réalité, de manière consciente et j'imagine bien souvent de manière inconsciente, en fait, des intérêts extrêmement puissants qui agissent. Et je pense notamment à tout ce travail qui est fait pour fragiliser l'image même de l'agriculture en Europe, pour fragiliser nos filières. Tout cela, évidemment, sert aussi des intérêts dans des pays tiers, sert les intérêts de tous ceux qui veulent voir l'Europe devenir progressivement dépendante commercialement, mais aussi fragilisée politiquement. Et tout cela, malheureusement, n'est pas dénué d'arrière-pensée. Moi, je suis un collègue d'Anne Sander, ma collègue dans la délégation française du PPE qui travaille en commission de l'agriculture, et moi, je suis en commission de la pêche. Eh bien, je peux vous dire que dans la pêche, on voit un lobbying extrêmement actif de la part d'associations environnementales qui sont très mobilisées, très financées, très organisées, très professionnelles. Eh bien, il est tout à fait clair que derrière certaines de ces organisations, il y a en réalité des acteurs étrangers qui ont intérêt à fragiliser la pêche dans nos pays pour pouvoir nous rendre encore plus dépendants de nos importations que nous ne le sommes aujourd'hui. La pêche, c'est 70% de produits importés. Je crois qu'on partage ça en commun avec la filière des fruits. 70%, quand on regarde ça, on devrait se dire qu'il y a un intérêt national, il y a un intérêt européen, intérêt de souveraineté et de sécurité alimentaire qui doit nous imposer de sortir de cette espèce d'idéologie d'une transition qui se fait contre les intérêts de notre agriculture, mais aussi contre les intérêts de nos citoyens et à la fin contre la survie du climat et de la planète, puisque, redisons-le, tout ce que nous ferons pour fragiliser l'agriculture européenne, nous le ferons aussi contre le climat et contre l'environnement. Alexis de Gouy, qu'est-ce qu'on vous demande à vous aujourd'hui précisément dans votre filière ? Essayez de nous trouver un exemple simple, accessible sur un produit de saison. Alors, on va prendre un exemple très simple qui est malheureusement d'actualité. La cerise doit faire face effectivement à la disparition d'un certain nombre de molécules parce qu'on a décidé effectivement qu'il fallait notamment mettre, entre autres. Et en même temps, depuis 10 ans, c'est pas depuis 100 ans, depuis 10 ans, elle doit faire face à un nouveau ravageur. Avec le changement climatique, il va y en avoir de plus en plus de cette pression de nouveaux ravageurs. Doit faire face à un nouveau ravageur depuis les années 2010 qui s'appelle la Drosophila suzuki, si on veut prendre le nom précis, c'est ça, et qui ravage les vergers de cerises. Donc vous avez d'un côté, on dit il faut faire sans cette molécule-là, donc essayez de vous débrouiller autrement, et de l'autre côté une pression qui est de plus en plus forte d'un ravageur. Au bout d'un moment, il y a une équation qui est compliquée. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est possible dans le temps. Par exemple, là je reprends la casquette du centre technique, on est en train de faire un certain nombre de recherches, par exemple sur ce qu'on appelle la technique de l'insecte stérile, donc on stérilise les insectes de façon à baisser la pression des ravageurs, mais le temps de l'expérimenter sur des vergers, ça prend 2, 3, 4, 5 ans et on sera peut-être prêt à la fin de la décennie. Mais on n'est pas prêt pour 2023 et pour la campagne de récolte 2023. Et je me permets juste un mot sur ce que disait François-Xavier Bellamy, c'est très important. Quand je parlais du cahier des charges de tout à l'heure, il y a un mot qui est très important et qu'on ne retrouve pas et que je pense que l'ensemble des professionnels de la filière et particulièrement les producteurs, ils ont besoin, c'est de confiance. Or, cette confiance, elle a disparu. Cette confiance, elle a disparu comment vous le sentez, ça ? Comment ça se matérialise ?
Parce que toutes ces injonctions dont on parlait tout à l'heure, quand on parle effectivement, je n'entrerai pas dans le débat idéologique et philosophique sur les mots agroécologie, mais quand certains se sont emparés effectivement de ce qu'ils veulent pour l'agriculture, c'est souvent pas les producteurs, et donc ils ont dit ce qu'ils voulaient. Et en disant ce qu'ils voulaient, ils ont dit en creux ce que les producteurs faisaient mal selon eux. Et donc on a installé ce climat de défiance en disant faut toujours, alors même que objectivement, on peut le dire, on a une agriculture ultra performante, qualitative, d'excellence, mais on a introduit cette défiance-là. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a cette envie, on va le sentir dans toutes les allées du salon, de l'ensemble des filières et des producteurs, mais faites-nous confiance. Faites confiance à ceux qui vous nourrissent. Ouais, c'est un peu le message d'ailleurs des agriculteurs au président de la République lors de sa visite samedi, c'est laissez-nous bosser. Enfin, c'est tout bête, hein, mais laissez-nous travailler, ça veut dire faites-nous confiance. Mais Gilles, vous qui observez la scène, est-ce qu'on a quand même des alliés quelque part, des amis, des gens qui pourraient partager les points de vue simples, basiques qu'on défend là? Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce projet de transition, si vous voulez, en réalité, il est fait à l'image d'une toute petite élite de personnes, ou de citadins en général, complètement déconnectés de la réalité du monde réel. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a cette méfiance de plus en plus forte vis-à-vis de tous les pouvoirs politiques, la montée des extrémistes de gauche comme de droite, d'ailleurs, qui disent, mais voilà, parce que la réalité, c'est que les gens aujourd'hui, la transition, ce sont des mots qui sortent comme ça, mais les gens aujourd'hui, par quoi sont-ils inquiets? Ils sont inquiets par le fait qu'il y a une inflation galopante en Europe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 2 millions de personnes qui n'arrivent plus à se nourrir à leur faim en France. C'est les dernières statistiques, ça sorti hier. Ils mangent peut-être qu'ils mangent moins. Ils mangent moins bien. Ce sont les gens qui aujourd'hui vont au restaurant du cœur, etc. Donc la pression sur l'alimentation est très forte, la pression sur les prix est très forte, et la véritable préoccupation des gens, c'est justement de retrouver, pas de la sobriété, en fait personne n'a envie de sobriété, on a plutôt envie de liberté, on a envie de pouvoir entreprendre des choses. Et donc ce décalage, en fait, c'est ça le comble de l'ironie. C'est que tout ce discours de la transition que tout le monde a adopté, en réalité, il fait plaisir à une toute petite élite, mais le reste de la population souhaite autre chose, un autre projet politique. Et le problème, c'est qu'aucune force politique ne présente un véritable narratif alternatif positif. Et le monde agricole, de même, il ne propose pas un narratif alternatif positif par rapport à la transition. Pourquoi, à votre avis? Peut-être parce qu'il manque de philosophes. Parce qu'il est morcelé aussi. Je pense qu'il manque de philosophes, en fait. Je pense que l'écologie politique est une force politique organisée depuis 30 ans, qui a petit à petit mis ses pions un petit peu partout, et y compris qui a gagné, si vous voulez, le combat de la matrice culturelle en imposant une forme de pensée aujourd'hui que tout le monde a adoptée. Par exemple, tout le monde est persuadé que penser que la croissance est devenue un gros mot. C'est pas que la production. Dire que je suis pour la croissance économique, c'est faire partie de l'ancien monde. Aujourd'hui, quand les producteurs disent « laissez-nous produire », ils sont dans l'ancien monde, ils ne sont pas dans le nouveau monde. Donc, ils ne font pas partie de la transition. Donc, c'est le pouvoir, ce pouvoir culturel qui a été imposé. La victoire. On n'a pas besoin d'être nombreux pour faire ça. C'est la victoire de Gramsci. Les gens qui nous suivent savent probablement qui est Gramsci. C'est un philosophe qui dit... C'est la culture qui détermine le monde et les représentations du monde. Mais je vous pose à vous la question. On n'a pas des amis quand même on ne peut pas se trouver des alliés pour défendre la vision qui est la vôtre, qui est celle d'un conservatisme éclairé, pour garder ce qui marche? Alors on est quand même bien placé ici au Salon de l'Agriculture pour savoir qu'on a des amis, bien sûr, et notamment tous ceux qui produisent. Non, mais au-delà de la famille. Oui, mais ça compte en fait, parce qu'à la fin, ce qui est décisif pour réussir à faire en sorte que la lucidité puisse finir par l'emporter, c'est d'abord le témoignage de ceux qui font. Et ici, on a une occasion d'écouter ceux qui font, ceux qui produisent, ceux qui nous font vivre. Ceux qui font, c'est d'ailleurs tout à fait frappant qu'on parle autant de philosophie et de culture, mais l'agriculture, c'est la première forme de la culture. Et cette sagesse-là, ce savoir, eh bien, il mérite d'être entendu à nouveau. Peut-être un mot pour dire que je crois que le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est celui qui consisterait, peut-être par opposition à ceux qui nous vendent en permanence la transition, le mouvement, le changement. Le piège serait de croire que nous devons défendre le camp de la fixité, de l'immobilité et d'une forme de déni de réalité. En réalité, si aujourd'hui
les consommateurs, si les citoyens attendent une agriculture plus raisonnée, c'est sans doute parce que dans le monde, certains modèles agricoles ont fait la preuve d'une espèce d'excès, de démesure. Et moi je crois que le mot de sobriété, par exemple, il est assez beau. C'est un mot qui vient du cœur de notre civilisation, qui vient de l'héritage de la Grèce antique, l'idée de la juste mesure, l'idée justement de cet équilibre que nous avons à défendre. Mais la grande erreur serait de croire que cet équilibre impose de renoncer à notre modèle agricole, parce que c'est notre modèle agricole qui en a la clé. Et moi, ce que je ne comprends pas, vous parliez des cerises tout à l'heure, par exemple. Ce que je ne comprends pas, c'est cette espèce de folie dans laquelle on est toujours enlisé, qui consiste à interdire à nos agriculteurs d'utiliser du diméthoate sur leurs cerises, et ensuite à ouvrir le marché à des productions étrangères qui, elles, pour le coup, sont absolument désastreuses du point de vue environnemental. Tout ce qu'on fera contre notre agriculture, je le répète, on le fera aussi contre la cause de cet équilibre environnemental. Et je crois qu'il faut aller chercher dans nos racines, dans notre histoire, dans notre héritage, dans notre culture agricole, les clés pour cette agriculture de demain qui retrouvera le sens de cet équilibre nécessaire à l'égard de l'environnement. Moi, je ne crois pas qu'il faille renoncer à cet idéal d'équilibre, il est essentiel, mais c'est le nôtre justement, et c'est celui qu'on doit avoir la fierté de défendre. Hier, j'étais sur un plateau de radio, et les journalistes qui m'interrogeaient ont commencé par me poser la question, est-ce qu'on peut sauver l'agriculture sans détruire, est-ce qu'on peut sauver l'agriculture française sans détruire le climat? Mais moi je dis qu'on ne peut pas sauver le climat si on ne sauve pas aussi l'agriculture française et le modèle qu'elle porte avec elle. Et c'est ça justement qu'il faut qu'on arrive à retrouver, c'est non seulement cette confiance, mais aussi cette fierté-là et ce sens de l'avenir que portent des savoir-faire qui viennent de très loin. Au fond, on est ici sur le lieu où on travaille sur les semences. Je pense qu'il est temps de retrouver que c'est dans nos racines et dans ce qu'il y a de plus profond dans nos racines que nous pouvons puiser une sève qui nous projette vers l'avenir. Et c'est la grande folie, c'est d'opposer les racines à la sève et c'est d'opposer le passé à l'avenir. Je crois qu'il ne faut pas qu'on tombe nous-mêmes dans cette espèce de caricature qui ferait que pour pouvoir éviter les délires qu'on nous propose aujourd'hui, nous deviendrions les avocats d'une espèce de réalité qui en fait n'a pas lieu d'être. Bon, vous étiez sur France Inter hier, c'est ça? Oui, c'est sur France Inter qu'on pose ce type de questions. Non, mais après, c'était l'occasion de non, mais moi j'ai écouté, on va être très clair puisqu'on parle de ça, c'est mon métier aussi. J'écoute le service public tous les matins en me levant. Je l'ai écouté samedi matin avant de venir ici. Je n'ai pas entendu un paysan s'exprimer, mais des environnementalistes à qui on donnait la parole pendant des heures et des heures. Bon, voilà, ceci étant dit. Je reviens à notre... Pardon de ramener le débat à des choses très, peut-être un peu plus basiques, mais les cerises, vous me parliez des cerises. Je voudrais savoir comment ça se conclut pour le consommateur, parce qu'on s'adresse aussi à des gens qui consomment. Ils ont peut-être envie de consommer des cerises. Ils vont consommer des cerises polonaises, turques, par exemple. Il n'y aura plus de cerises françaises. Non, je veux qu'on tire le fil. Parce que si la transition... Sur un certain nombre de productions, évidemment, si vous produisez moins, si vous avez effectivement un certain nombre de politiques qui amènent à moins produire, le consommateur, il continue de consommer, il continue, heureusement, d'être en demande des produits. Donc, il va les trouver. Alors, dans les rayons, il va effectivement se reporter sur ce qu'il trouve dans les rayons et si c'est une autre origine. Alors, on est quand même sur un consommateur. On présentait chez Interfell le baromètre de confiance dans les fruits et légumes ce matin et on voit qu'effectivement, l'origine et le local restent très très haut dans les besoins de réassurance du consommateur. Donc, il y a une vraie volonté du consommateur, effectivement, de savoir où ça a été produit. Et évidemment, le local, mais ça fait la qualité du produit. Le fait que ce soit produit en face de chez moi ne me dit pas que c'est bon. Alors, si c'est produit je me permettrai de dire que si c'est produit effectivement sur les territoires par les producteurs français, il y a de très 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 grandes chances que ce soit très bon. Donc voilà, donc je vais quand même le dire. En filant un peu l'optimisme qu'on sentait dans la fin de la déclaration de François-Xavier Bellamy, il a raison. On a des solutions, c'est-à-dire que on sait que le consommateur veut et on a besoin de lui faire consommer davantage, je parle pour nos produits de fruits et légumes, on a des solutions. On disait le cahier des charges est compliqué, il y a beaucoup d'injonctions, il y a beaucoup de demandes. Nous, on ne reste pas statique, on ne dit pas simplement c'est compliqué ce cahier des charges. Les producteurs, on parlait des chercheurs, la recherche et l'expérimentation, on a 320 personnes qui travaillent dans notre centre technique sur un certain nombre de solutions. Ça va, effectivement, au village semence, ça va de la semence, qui est un des outils très importants pour pouvoir s'adapter au changement, s'adapter au changement climatique, les nouvelles variétés.
On a des solutions pour économiser l'eau, on parlait de l'eau tout à l'heure. On a des solutions bien sûr et on travaille beaucoup pour essayer d'utiliser moins de produits phytosanitaires sur les plantes, de trouver d'autres techniques, le biocontrôle, la protection par filet si on pense aux vergers, les abris. On a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille. Donc on a des solutions. Donc jamais vous verrez dans la filière aucun producteur jusqu'au l'ensemble de la chaîne dire on peut rien faire. Tout le monde cherche, tout le monde travaille pour essayer d'améliorer sans cesse notre manière de produire et d'apporter au consommateur finalement ce qu'il demande. On dit simplement que ça prend du temps. Est-ce que le consommateur français a plus confiance dans la production française? Est-ce qu'il y a une espèce de patriotisme du choix, indépendamment de la question des prix? Dans le déclaratif, évidemment. Mais alors, il y a puisqu'on a présenté ça ce matin et c'est très instructif et très intéressant, quand vous êtes dans une période de forte inflation comme celle qu'on a connue avec l'année 2022 et ça continue encore, vous avez dans le déclaratif, je suis très attaché à l'origine, je suis très attaché à l'origine française de mes produits, au local, et à la fin, vous êtes devant le rayon, vous avez votre budget de ménage et vous allez regarder le prix. Et là, on entre sur un autre sujet, c'est que derrière tout ce cahier des charges dont je parlais, et des solutions qu'on peut trouver, qu'on va trouver quand on n'en a pas encore, on va les trouver. Il y a cette confiance et cet optimisme. Mais derrière tout ça, c'est un coût, et il y a quelque chose qui pèse sur la compétitivité. Et donc, tout ce cahier des charges, il a à un moment donné un effet sur les coûts de production et à la fin le prix vendu au consommateur. Et là, on a un sujet. On comprendrait parfaitement qu'il y ait des précautions de prise. Après tout, la précaution, ça a un sens. La précaution, c'est l'idée de protection. Si tous ceux qui vendent sur le marché français étaient assujettis aux mêmes règles, on le comprendrait parfaitement. Et ce n'est pas le cas. C'est la clé. Moi, je pense qu'on peut pas demander au consommateur de résoudre par lui-même une politique mal réglée. C'est normal que le consommateur dans son supermarché, à la fin, il regarde le prix parce qu'il a évidemment des moyens limités et on ne peut pas lui en vouloir. Le sujet, c'est comment ça se fait qu'on organise nous-mêmes la concurrence déloyale qui détruit notre agriculture. Qu'on impose des règles à nos agriculteurs si elles sont indispensables, c'est évidemment légitime. Mais qu'ensuite, on n'ouvre pas le marché à des gens qui ne respectent pas ces règles. Parce qu'évidemment, non seulement ils continueront de produire, mais en plus ils produiront moins cher que nous, par définition. Et donc, on organise en fait la faillite de notre propre modèle. Et moi, je pense qu'il y a une préférence du consommateur. Je parlais avec une responsable d'une grande chaîne de restauration d'entreprise qui disait aujourd'hui, dans nos restaurants d'entreprise, on voit la prime à l'origine France. Quand on dit ça, c'est d'origine française, on voit les gens se tourner vers les produits. Plus encore que quand on leur dit que c'est bio. Ça compte plus encore que le label bio. Donc on voit qu'il y a une prime. Malgré tout, on ne peut pas se reposer uniquement là-dessus. Puis le dernier point, c'est que je crois qu'on ne peut pas non plus se contenter de demander aux consommateurs, par charité, de bien vouloir faire l'aumône à l'agriculture française, de privilégier ses produits. Il faut qu'on ait une stratégie conquérante. On a un territoire exceptionnel. On a des agriculteurs, je parle devant Daniel, devant Alexis, on a des agriculteurs absolument exceptionnels. On a de quoi avoir pour notre agriculture une stratégie de conquête, une stratégie de rayonnement. Et non seulement on le peut, mais on le doit au rayonnement de notre pays et on le doit à la sécurité alimentaire des pays voisins autour de nous. On ne doit pas se contenter d'une agriculture qui survivra parce que les Français seront suffisamment gentils pour bien vouloir acheter des fruits, des légumes, des produits français plutôt que des produits de la concurrence étrangère qui seront moins chers et meilleurs. Non, on a de quoi faire les meilleurs produits. On a de quoi faire les meilleurs produits au meilleur coût, à condition qu'on laisse les gens bosser, qu'on laisse les agriculteurs travailler, qu'on leur fasse confiance en effet et qu'on soit capable de leur dire merci en soutenant leur travail par une vraie stratégie de rayonnement national et européen. Alors, la première façon de dire merci à un producteur, c'est de rémunérer sa production. Ça, c'est très économique, pardon, c'est pas sentimental, mais c'est très économique. C'est une question de reconnaissance. Juste en quelques secondes, Alexis de Gouy, pour Interfell, est-ce que le monde qu'on nous présente est binaire? C'est l'un ou l'autre, puisqu'on parlait de transition, ou est-ce que vous pouvez démontrer qu'on peut doucement glisser de l'un vers l'autre sans modifier fondamentalement le cadre? On a des solutions et on peut effectivement glisser de l'un. C'est pas fait simplement parce qu'il y a des injonctions, c'est fait depuis longtemps parce que d'abord les producteurs s'adaptent au changement climatique. Ouais. C'est la première chose qu'ils font. Ils n'attendent pas les politiques publiques ou les injonctions pour s'adapter au changement climatique parce que ça a un effet évident sur le végétal. La floraison plutôt, les épisodes de gel. Donc ils s'adaptent et donc on peut effectivement le faire, c'est évident et cette transition elle est nécessaire et comme on l'a dit, il y a des solutions.
L'objectif pour nous, on parlait effectivement tout à l'heure du fait que 50% seulement des fruits et légumes consommés en France sont produits sur le territoire. En France, ouais. Il faut remonter, il faut gagner. Donc on est en train de travailler sur un plan de souveraineté qu'on espère annoncer cette semaine sur le salon de l'agriculture pour pouvoir regagner ces points de souveraineté. Juste un dernier petit mot. Bien sûr qu'on a une filière d'excellence, mais on a des consommateurs qui ont besoin de fruits et de légumes qu'on ne produit pas sur le territoire et qu'on ne peut pas produire sur le territoire. Et donc, voilà, donc on n'est pas opposé du tout aux échanges, mais aux échanges, il faut qu'effectivement ce soit faire dans les échanges mondiaux. Ça, c'est une évidence. C'est un sujet qu'on avait évoqué samedi. Les deux pieds de la politique agricole. Hein. C'est bien de monter en gamme, mais il faut produire aussi pour le marché de masse. C'est ce qui permet notamment à un producteur d'amortir ses coûts fixes de production. Merci à tous les trois, c'était passionnant. Merci. Comme chaque jour. À demain, 10h05.